Donc, le débat par rapport au thème 1, c'était approximativement, faut-il sortir des instances internationales pour rétablir la souveraineté du peuple? Alors d'emblée, on a modifié un petit peu la problématique, si j'ose dire. C'est en fait la souveraineté nationale qu'on a choisi de faire ressortir, c'est au sens de l'indépendance de la nation par rapport à des forces qui pourraient justement lui retirer cette indépendance, puisqu'on est dans la problématique des organisations internationales. Donc on a structuré notre débat, qui a été fructueux en deux parties. Le grand 1, quelles instances posent problème par rapport à cette souveraineté nationale et donc cette souveraineté populaire? Et là, un petit aparté, c'est qu'on considère que la souveraineté populaire et la souveraineté nationale sont indissociables. La souveraineté du peuple n'a pas de sens si la nation elle-même est assujettie à un pouvoir extérieur ou si elle n'est qu'une simple nation vassale, une nation suzeraine. Donc on a rapidement évoqué diverses instances internationales. L'ONU nous a paru pas poser de problème par rapport à cette souveraineté, surtout qu'on a le droit de vote, nous en France, le droit de veto. Pardon. Oui, bon, ça c'est le vin de Marseille. Donc le droit de veto, c'est écrit en plus droit de veto. Et donc le droit de veto, à la rigueur des nations qui seraient obligées de suivre la majorité des décisions prises à la majorité à l'ONU pourraient éventuellement avoir quelque chose à redire, mais pas la France. Enfin, pas encore. Enfin bref. Après ça, on a évoqué des instances internationales qui posaient plus de problèmes. Évidemment, chez Génération Frexit, vous le savez, on souhaite l'Union européenne, l'euro et l'OTAN. Donc pour nous, ce sont trois instances qui obèrent ou qui éliminent toute souveraineté nationale. Et donc, je n'ai pas besoin éventuellement de vous rappeler les raisons parce que vous êtes tous au courant, je crois, de notre position là-dessus. Toujours est-il qu'on s'est entendu pour considérer qu'il y avait des instances au niveau de l'Europe qui n'étaient pas l'Union européenne, mais qu'on appelle le Conseil de l'Europe, qui ne remettait pas en cause la souveraineté des États et qui correspondrait plus ou moins à une structure de coordination qui n'implique pas une perte de souveraineté de la part des États membres. Donc le Conseil de l'Europe, pour ceux qui éventuellement ne savent pas, c'est quelque chose qui regroupe tous les États du continent européen, de droit, de fait, et qui siège à Strasbourg, et qui a le même drapeau que l'Union européenne, celle qu'on combat nous, la génération Frexit. Donc c'est assez confus, ce domaine. Ensuite, on s'est entendu globalement, toutes tendances confondues, pour admettre que l'OTAN remettait en cause la souveraineté nationale de la France, dans le domaine qui la concerne. Mais on a un élément qui, en son nom, qui est à la PUC, mais qui, en son nom, pensait que ça pouvait être une structure utile si elle était gérée par des gens responsables. En gros. Si en France, ceux qui prônaient l'adhésion à l'OTAN étaient capables de faire peser leur choix par rapport aux États-Unis, pour être très clair. Nous, à la génération Frexit, on pense que c'est difficile que quelqu'un arrive à cet exploit, mais voilà, après tout, les exploits sont humains. Bref, tout ça pour dire que, pareil pour l'Union européenne. L'Union européenne, il y a eu des interventions, une intervention qui considérait que, certes, ça remettait en cause la souveraineté de fait, mais qu'on pourrait imaginer des formes de coopération qui aboutiraient à quelque chose de positif. L'avocat de tout le monde. Oui, avec la distinction euro, Union européenne. Alors l'euro, par contre, a fait l'unanimité contre. C'est-à-dire que là, pour le coup, l'euro, tout le monde était d'accord au sein du collectif nombreux dans lequel nous avons débattu. Tout le monde était d'accord pour considérer que ça remettait en cause la souveraineté monétaire et nationale de fait. Alors après ça, on a avancé parce qu'on était, motivé pour que les choses avancent et aillent à leur terme. On a fait on a lancé un deuxième débat et en fait, plus particulièrement, met le point sur ce qui va en fait aboutir à une forme de divergence entre la PUC et Génération Frexit. Faut-il quitter les instances internationales avant la constituante? J'ai choisi d'intégrer le mot constituante dans le terme pour qu'on voie bien justement que là il y avait un point de divergence. Donc, et on a résolu de structurer cette divergence sur deux parties, sur deux aspects. La première, alors c'est assez pédagogue ce que je dis là, ça fait un peu prof qui veut donner des leçons à des gens qui ne sont pas sûrs de tout comprendre. Mais ça a une vertu pédagogique et la pédagogie peut être une vertu. Et donc la première chose, c'est qu'on a d'un côté des mouvements comme le nôtre, et ça a été très bien expliqué par Jean ce matin, qui avait tendance, comme ça, sans avoir spécialement réfléchi à fond sur la question, à s'appuyer sur les institutions existantes, donc
la Constitution de la Ve République, hein, dans le cadre de l'appartenance à l'UDR qui précède notre mouvement. Et l'autre solution qui consiste à faire une révolution, mais pas une révolution au sens je trucide quelqu'un à mon voisin pour me faire plaisir, mais une révolution qui consiste à abandonner les institutions existantes pour, par le biais d'une constituante, en élaborer de nouvelles. Donc la dimension révolutionnaire que je perçois que nous percevons à la PUC s'oppose à la dimension plus, j'allais dire, policière, institutionnelle, qu'on pourrait percevoir à la génération Frexit. Donc là-dessus, moi je vous proposerais de raisonner en termes de probabilité. Est-ce qu'on a plus de chances, dans le cadre des institutions actuelles, d'aboutir à faire triompher une forme d'intérêt général, voire une souveraineté du peuple ou la volonté populaire, ou est-ce qu'on a plus de chances de parvenir à ça par le biais d'une remise à plat des institutions existantes, avec le soutien, il faut que le peuple le veuille pour ça. Hein. Donc ça, c'est une question à laquelle moi, personnellement, je ne réponds pas. Avant les Gilets jaunes, j'aurais dit clairement, c'est par les institutions qu'on arrivera à faire bouger les choses, pas en imaginant un grand soir, parce que j'ai une grande expérience des mouvements qui espéraient une révolution chez des peuples qui sont bien nourris. En fait. Ça me paraît incompatible. Mais avec les Gilets jaunes, la question, à mon avis, reste posée. C'est là-dessus. Moi, personnellement, je ne trancherai pas. Je ne suis pas sûr qu'à Génération Frexit, on ait l'ambition de trancher. On reste sur notre ligne, mais on est ouvert aux autres. Mais voilà, si à un moment donné, on s'aperçoit que le peuple va dans la rue et qu'il fait lui-même sa constituante, on essaiera de participer. On ne fera pas la gueule. Donc la deuxième aspect, c'est la question de la définition du mot souveraineté. Alors, bon, on a un spécialiste. Il est là, c'est celui qui est à la fois l'objet et le sujet. Il est le spécialiste de la question de la souveraineté. Et en fait, il permet aussi, par ce biais de la question de la souveraineté, il y a aussi le moyen d'expliciter quel est un peu le point de divergence entre la PUC et Génération Frexit. Nous, on a une position, on va dire, duale. Ce n'est pas une position de Génération Frexit, c'est la volonté, dans le cadre du débat, de parvenir de manière consensuelle à une manière de définir le problème. Donc, notre position, elle serait plutôt duale, c'est-à-dire qu'on opposerait, on associerait, selon le cas, on combinerait, exactement, merci. Ah, ça fait du bien d'avoir le soutien de mon spécialiste. Et donc, la souveraineté nationale et la souveraineté populaire, pour être simple, le peuple peut très bien réussir à faire valoir sa volonté en s'organisant de manière cohérente, mais si si c'est un peuple de vassaux, et qu'un suzerain derrière dicte la marche à suivre, par exemple un cabinet McKinsey dans le cadre de la politique sanitaire, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il faut arriver à s'affranchir de ceux qui, d'extérieur, dominent. Et il nous semble, nous, à Génération Frexit, que les élites utilisent comme stratégie pour garder le pouvoir des instances internationales type Union européenne, qui permettent de légitimer le fait que le peuple n'ait pas son mot à dire en disant si vous voulez donner votre avis, vous risquez de créer des guerres, vous risquez d'être favorable à la destruction de minorités, aux camps de concentration, etc. Donc il y a tout un jeu qu'utilisent les élites pour que le peuple finalement se dessaisisse lui-même et volontairement de son pouvoir, qui repose sur ces instances-là. Donc il nous paraissait à nous que la stratégie la plus pertinente, c'était d'attaquer ces instances-là pour en fait attaquer leur stratégie au cœur, là où on estime que le cœur de leur stratégie bat. Et ça, on a bien compris qu'on avait un désaccord, ou une différence, pas un désaccord, je dirais, mais une divergence de point de vue. C'est que pour le mouvement la PUC, il faut partir du peuple, il faut remobiliser le peuple qui aura à refonder, en fait, y compris remettre en cause éventuellement les appartenances à ces diverses instances. Donc en fait, d'un côté, on a le chemin qui passe par le peuple et sa mobilisation, de l'autre, le chemin qui passe par des points stratégiques qu'utilisent les élites. Et alors, honnêtement, moi, à titre personnel, je ne sais pas trancher, à l'heure actuelle. Je ne sais pas trancher ce qui va être la meilleure stratégie. Je pense que c'est l'histoire qui nous donnera la réponse. Pour paraphraser Raoult, le temps dira qu'il y avait raison. C'est bien l'éducation nationale. J'ai fait référence à Raoult. C'était prévu dès le départ et je ne savais pas où la caser. J'ai réussi au dernier moment. Bien, merci.